Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 7 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, Pepe Escobar est avec nous. Bienvenue à nouveau, Pepe. Toujours un plaisir d'être avec toi, Nima, surtout maintenant que je suis devenu un gars de la campagne. Je te parle et je parle à vous tous, notre public, depuis la campagne française. Je préfère ne pas dire où exactement, mais vous pouvez voir le jardin juste derrière moi. Et mon nouveau studio, dans la maison, est en plein milieu du jardin. Il y avait un chat qui observait le studio il y a environ 5 minutes. Donc c'est wow. Comparé à la vie dans les grandes villes du monde, qui a été la mienne jusqu'à présent, c'est wow. C'est absolument incroyable et tellement sain. Et pour supporter toutes les folies que Nima, moi et beaucoup d'entre nous devons affronter dans notre métier, c'est vrai que ça aide d'être dans un endroit comme celui-ci. On est entouré par la nature, c'est calme, c'est paisible. On se réveille avec les oiseaux, on commence à observer leurs mouvements, on regarde la danse des papillons dans le jardin. Ça fait du bien à l'esprit et à l'âme de se détendre un peu. Et puis voilà, le sommet de l'OTAN, le président des États-Unis, toutes ces horreurs qu'on doit affronter chaque jour. Alors prépare-toi, je vais détruire ta sérénité. Et oui, s'il te plaît, détruis ma paix. Yes, please destroy my peace, Nima. Excellent. Pepe, j'aimerais commencer par ce qui s'est passé en Iran ces dernières 72 heures, disons. Toute la propagande du soi-disant régime est en train de s'effondrer. Le château de cartes s'écroule et on voit les funérailles. Comment tu comprends ce qui se passe, vu d'Occident? Quelle était la rhétorique en Occident à propos de l'Iran? On disait que tout s'effondrait, que l'Iran allait tomber, qu'il suffisait d'un peu de pression, de quelques attaques, 2 frappes ou un bombardement aérien pour que tout s'écroule. Et maintenant, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Comment tu rapproches ces 2 images? C'est incroyable à bien des égards. Historiquement, quand on pense à tout ce qui a été raconté sur l'Iran depuis 40 ans, c'était complètement absurde. Surtout depuis le début de la nouvelle administration Trump. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il s'est laissé entraîner dans une guerre. Il avait été mal informé sur absolument tout ce qui concernait l'Iran. Alors, pas étonnant que l'une de ses dernières déclarations soit « Mais pourquoi y a-t-il autant de gens qui soutiennent Khamenei ?» Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a jamais été informé de la cohésion sociale du pays, surtout après la guerre qu'il a lui-même déclenchée. Il y avait bien sûr beaucoup de contestations vis-à-vis du gouvernement iranien, et disons l'opposition est en réalité un peu plus libérale qu'à l'époque de Rezaei, ce que personnellement j'ai trouvé particulièrement efficace. J'ai totalement soutenu ça. C'est exactement ce dont l'Iran avait besoin. Le gouvernement Rezaei était vraiment bon. Et j'ai eu la grande chance de rencontrer M. Rezaei lors d'une de ses conférences en Iran. Je crois que c'était en 2010 ou peut-être 15 ou 16. C'était une de ces conférences où tout le monde était dans la même salle. À l'époque, il était chef du pouvoir judiciaire. Donc, c'était le meilleur leadership possible pour l'Iran à ce moment-là. Avec ce poste, le gouvernement était complexe. Il y avait bien sûr des divergences. Mais une fois que le pays a été attaqué, une fois que tout était en place sur le plan, vous parliez du gouvernement Rezaei? Non. Là, je parle déjà du gouvernement Pezeshkian, le gouvernement de cette guerre, n'est-ce pas? Donc, on fait un saut du gouvernement Rezaei, où, disons, les bases d'un Iran fort ont été consolidées au gouvernement Pezeshkian, qui est bien plus compliqué. Le gouvernement Raisi, c'est bien ça que vous voulez dire? Oui, Raisi, c'est bien de lui que je parlais. Parce que Raisi est le commandant, oui. Je suis vraiment désolé, Nima, c'est ma faute.
Oui. Alors Pezeshkian, et le fait qu'il y ait autant de pseudo-libéraux, ou, enfin, c'est difficile à définir, représente en gros une faction qui veut trouver une forme d'arrangement avec l'Occident, en pensant que c'est possible. Mais ça ne l'est pas. Et la guerre a bien montré que ça ne l'était pas. Ce qui est remarquable, c'est qu'après la guerre, après le choc initial, après la frappe de décapitation, en quelques heures à peine, l'Iran a réussi à se réorganiser militairement et à riposter. Et pas qu'une fois, il a répondu, triplé la réponse, quadruplé même, d'une manière qui a complètement sidéré les Américains et les Israéliens. Cela a créé une vraie cohésion sociale autour de ce nouveau dispositif, avec un jeune dirigeant que personne ne voyait. Les gens ont donc dû faire confiance à l'image de Mostafa Khamenei, parce que physiquement, il n'était pas là. Il ne pouvait jamais apparaître en public. Il était grièvement blessé. Il devait être protégé. Il devait être dans un bunker. Les communications devaient être analogiques et tout ce qui va avec. Alors, l'Iran tout entier s'est rassemblé autour de la figure du fils du dirigeant. Ils avaient confiance que le fils du dirigeant accomplirait toutes les tâches que son père menait à bien. Plus éprouvé que le guide, l'ayatollah Khamenei, c'est impossible. Et il était aussi un leader pour le Sud global, pour une grande partie du Sud global. C'est très important. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a après 3 mois de guerre et cette sorte de théâtre autour du mémorandum d'entente? On a la cohésion sociale, on a les rues d'Iran. Ce n'était pas seulement à Téhéran pendant les prières et ce qu'on a vu hier, où pratiquement tout le centre de Téhéran était bondé de monde. Les chiffres sont impressionnants. On parle de 10 à 20 millions de personnes. Mais à Qom aujourd'hui, Qom reste une ville relativement petite. Il y a au maximum 1 200 000 habitants et le centre de Qom est vraiment minuscule. Et pourtant, partout autour, il y avait des gens, absolument partout. Et là aujourd'hui, quand j'ai vu la première photo, je me suis dit, c'est là que je voulais être. Je voulais être dans cet avion parti de Qom vers Najaf et Karbala, transportant le corps du guide suprême. Demain, il y aura 2 immenses cérémonies, à Najaf et à Karbala. Et jeudi, à Mashhad, dans l'est de l'Iran, où il sera enterré dans le sanctuaire de l'imam Reza, à Mashhad. Ce sera la fin de cette semaine de rituels et de cérémonies. Et toutes les images qu'on voit, toutes les photos diffusées par les médias iraniens, envoyées par des amis, prises dans les rues, et tout ça, c'est absolument impressionnant. C'est un moment de cohésion nationale qu'il est très difficile d'imaginer dans l'époque moderne. Pas seulement par l'ampleur du rassemblement, mais aussi par l'élan, la foi et cette impression que tout le monde est pleinement impliqué dans ces cérémonies. Les gens rendent hommage non seulement à l'ayatollah Ali Khamenei, mais aussi à la transmission du rôle, du père au fils. Une transition qui, malheureusement, ne peut pas être diffusée en direct, pour des raisons de sécurité évidentes et très sérieuses. L'une de ces raisons, c'est ce dont on a parlé sur notre nouvelle chaîne, Transition Protocol, avec Larry Johnson. Le complot découvert par les services de renseignement militaire pakistanais, par Israël via le Mossad, et autorisé par Netanyahou visant à assassiner Mostafa Khamenei. Et évidemment, il y a eu une réponse. La réponse a été transmise à Israël par les intermédiaires habituels, principalement le Qatar et Oman. Ce message est aussi arrivé sur le bureau de Trump. Les Pakistanais ont veillé à ce que Trump le voie, et ils disent clairement que s'ils essayent ça, ce sera le chaos total. Ça prouve encore une fois, non seulement que l'Iran a une vraie cohésion sociale à l'intérieur du pays, mais aussi à travers tout le Golfe Persique, jusqu'en Asie du Sud, chez ses voisins, et même jusqu'en Chine, bien sûr, un partenaire stratégique. Cette alliance est encore plus solide aujourd'hui. Alors, tous ces mythes. Le premier, c'est que les ayatollahs dirigent l'Iran d'une main de fer et que personne n'est libre. Le deuxième, que tout le monde déteste le gouvernement de Téhéran.
Et le troisième, que Téhéran est complètement isolé sur la scène internationale. Number 3 myth was Tehran is completely isolated internationally. Well, this week, all these myths collapsed. Eh bien, cette semaine, tous ces mythes se sont effondrés en même temps pendant les cérémonies funéraires. C'est immense. C'est plus grand que nature. Il va nous falloir du temps pour assimiler tout ça et pour regarder la République islamique avec un regard renouvelé, comme une nouvelle puissance qui a désormais émergé de facto. Pas seulement en Asie de l'Ouest, dans le Golfe Persique ou dans cette partie de l'Eurasie, mais à l'échelle mondiale. Et le fait que ce gouvernement soit maintenant respecté sur la scène internationale le montre bien. Il suffit de voir les plus de 100 délégations étrangères venues pour les prières funéraires dès le premier jour. L'Arabie saoudite, par exemple, a envoyé le vice-ministre des Affaires étrangères. La Russie a dépêché le numéro 2 du gouvernement, Dmitry Medvedev. Et la Chine a envoyé l'un de ses vice-présidents. C'est donc extrêmement important. Et bien sûr, de partout dans les terres de l'islam, l'Oumma était présente. Très, très important. Voilà, c'est ça. La puissance iranienne qui émerge au XXIe siècle, un fait géopolitique qu'on ne peut nier nulle part. Et évidemment, cela suscite de l'étonnement, parce qu'aux États-Unis, ils sont toujours mal informés. On ne parle même pas des Israéliens, parce que les Israéliens, c'est une secte de la mort, rien de plus. Mais les Américains, eux, sont toujours mal informés sur les autres cultures, sur les autres systèmes de gouvernement. Il leur suffit pourtant de regarder les images, tout un pays dans les rues pour rendre hommage à leurs dirigeants assassinés. Et il y aura une réponse, Nima, comme nous le savons tous. Cela prendra un peu de temps, mais il y aura une réponse. Oui, Pepe, l'autre jour, je parlais avec Paul Craig Roberts et on discutait de la possibilité de créer une nouvelle architecture de sécurité dans la région. Si on regarde les populations, le fait que l'Iran, la Turquie et le Pakistan s'unissent, ça représenterait environ 435 millions de personnes. C'est énorme. Et si on ajoute l'Arabie saoudite, peut-être l'Égypte, on dépasserait les 560, voire 590 millions de personnes. C'est une vraie possibilité. Personne ne se fait d'illusions sur ce qui s'y passe. Mais c'est bien une possibilité de nouvelle architecture de sécurité régionale. Et à mon avis, la base, le socle de cette nouvelle architecture de sécurité en Iran, c'est le général Soleimani qui l'a construite. Mais le général Soleimani, sans aucun doute. C'est lui qui a lancé ce concept. L'un des principaux objectifs de la branche Al-Quds des gardiens de la Révolution, c'est de créer une nouvelle architecture de sécurité dans la région, fondée sur les pays de la région eux-mêmes, et non sur des puissances extérieures qui viendraient la manipuler. Et aujourd'hui, à la suite de la guerre, tout le monde en parle. Selon vous, à quel point cet objectif est-il proche d'être atteint? Ça va être un processus très compliqué, Nima, et ça va prendre beaucoup de temps. Mais ce qu'on peut dire avec certitude maintenant, c'est que certains des acteurs principaux sont déjà profondément impliqués dans ce processus. Le premier, c'est l'Iran lui-même, parce que l'Iran est en train de consolider sa position. Si on remonte aux dynasties de l'Empire perse, c'est normal que l'Iran soit au centre de tout ce qui se passe en Eurasie. Mais bien sûr, si on regarde les 47 dernières années, il y a eu une période d'isolement vis-à-vis de l'Occident. L'Iran, en revanche, n'a jamais été isolé à l'échelle de l'Eurasie ou de l'Asie. Pas du tout, ni même dans ses relations avec le Sud global. Et aujourd'hui, l'Iran est renforcé, à la fois en Asie de l'Ouest, à travers l'Eurasie, et aussi dans le Sud global, y compris sur le plan diplomatique. C'est donc une puissance montante, pas une nouvelle, mais une ancienne puissance qui redécouvre ses racines. C'est très important. Ils ne cherchent pas à dominer le Golfe Persique, ils veulent simplement affirmer leurs droits.
Et ça, c'est une toute autre histoire. L'histoire très complexe entre Arabes, Perses et Kurdes va bien sûr continuer. Mais désormais, il va y avoir une nouvelle gestion et l'Iran joue un rôle central dans la construction de cette nouvelle configuration. Tout cela va dépendre de plusieurs facteurs importants. Le premier, sans doute, c'est le rôle de l'Arabie saoudite. À l'heure actuelle, si l'on regarde les évolutions, on peut dire que les Saoudiens ont déjà compris qu'il s'agit d'un nouveau golfe Persique et d'une nouvelle Asie de l'Ouest. Et ils vont devoir trouver un terrain d'entente avec l'Iran. Ce qui nous amène à l'intermédiaire. Quel est l'intermédiaire entre l'Arabie saoudite et l'Iran? Le Pakistan. Très très important. Et les Pakistanais, aujourd'hui, sont en train de se redécouvrir comme une grande puissance diplomatique. Ils ne s'y attendaient sans doute pas. C'est presque tombé du ciel, parce qu'ils entretiennent de bonnes relations avec tous les acteurs, y compris avec l'administration Trump, complètement détraquée. Donc, les Pakistanais jouent leurs cartes de manière très habile et contre toute attente. Et cela nous amène à un petit détail dans tout ça. Pourquoi Larry Johnson et moi, nous participons à une chaîne YouTube qui reçoit directement des informations de première main de la part des médiateurs pakistanais? Parce que Larry et moi, on pense que c'est essentiel pour que cette architecture fonctionne. Et on doit entendre ceux qui sont au cœur de toutes ces négociations. Ça veut dire bien sûr comparer ce que disent les Pakistanais avec ce qui vient d'Iran, du Qatar, d'Arabie saoudite, d'Oman et bien sûr de Chine. Évidemment, la Chine ne dit jamais rien, mais c'est elle qui finance cette nouvelle architecture. Les Pakistanais l'ont parfaitement compris et l'Iran, au plus haut niveau, l'a compris aussi. L'un des grands gagnants de cette guerre ratée contre l'Iran, c'est la Chine. Et la Chine va en profiter au maximum, pas seulement en Asie de l'Ouest, mais dans différentes régions de l'Eurasie. Donc il faut qu'on se concentre sur la façon dont l'Iran va transformer ce nouveau pouvoir en réalité concrète sur le plan géopolitique, mais aussi géoéconomique. Comment le Pakistan va combler le fossé entre l'Arabie saoudite et l'Iran? Comment cette médiation va influencer les autres pays du CCG? Et comment la Chine en arrière-plan va superviser tout ça? Tout cela se fait de manière à éviter une confrontation directe avec les Américains, parce qu'on sait tout ce que ça veut dire. Ils deviennent fous. Ils commencent à bombarder. La Chine sait très bien comment faire ça. De telle sorte que, quand les Américains regarderont vers l'Asie de l'Ouest, ils se diront « Mince, il ne reste plus rien pour nous ici. » C'est ça la stratégie chinoise. En fait, c'est comme au jeu de Go. On joue en encerclant son adversaire. Et les Chinois, en jouant au Go en Asie de l'Ouest, feraient exactement ça. Ils vont encercler les Américains partout dans la région et il ne restera plus rien à faire pour eux, à part partir. C'est pour ça que ce processus est si complexe et qu'il va prendre du temps. Et bien sûr, qui sont les perturbateurs? C'est ce qu'on appelle Israël. Ils feront tout pour empêcher cette nouvelle unité en Asie de l'Ouest. Et c'est pour ça que le dossier du Liban est si important. L'Iran, la Chine, tous savent qu'il faut trouver une forme de résolution au Liban, mais pas une résolution où le Liban serait complètement dominé, détruit ou placé sous la dictée de l'axe États-Unis-Israël. Et c'est pour ça que c'est si important dans le protocole d'accord. D'ailleurs, c'est même le premier sujet qui y figure. Il n'y a rien à discuter, et les Iraniens doivent le répéter encore et encore aux Américains. En même temps, Nima, il y a le facteur turc. Pendant qu'on parle, un sommet de l'OTAN se tient en Turquie, à Ankara, où le président des États-Unis arrive en disant «
Erdogan est un ami formidable. Il a fait plus que quiconque pour nous. Voilà. C'est Trump qui cherche à séduire Erdogan pour qu'il reste totalement dépendant de l'OTAN. Mais évidemment, les Turcs ont d'autres plans. Les Turcs veulent se ménager des options. But obviously, the Turks, they have different plans. The Turks, they want to hedge. And if they hedge with NATO, Et s'ils essaient de ménager à la fois l'OTAN et en même temps l'Asie centrale, avec leur grand projet du Turan, en renforçant les liens turcs avec les peuples d'Asie centrale, etc., when you go to Central eh bien, quand on va sur place, on voit que la présence turque est en réalité très limitée. these countries. Elle n'a pas d'impact réel sur ces pays. The relationship Mais la relation entre la Turquie, l'Iran et le Pakistan, avec la Chine en arrière-plan, qui observe en se disant « Bon, il faut qu'on fasse entrer la Turquie dans notre jeu eurasiatique ». of the game. Ça, c'est le vrai problème pour Erdogan. Il ne peut pas indéfiniment jouer sur les deux tableaux, entre l'OTAN et l'Eurasie. Tôt ou tard, il devra faire un choix. On ne sait pas lequel. Personne ne le sait. Et en Turquie, personne ne le sait non plus. We don't know what's going to be. Nobody knows. And in Turkey, nobody knows. If you ask in Turkey, in Istanbul, in Ankara, Si vous posez la question en Turquie, à Istanbul ou à Ankara, personne ne sait vraiment. Mais il ne pourra pas rester indécis éternellement, parce que cette nouvelle architecture en Asie de l'Ouest va beaucoup influencer la Turquie. Et la Turquie ne veut pas être mise à l'écart, surtout quand on voit une entente et une coordination entre la Chine, le Pakistan, l'Iran, l'Arabie saoudite et la plupart des pays du Conseil de coopération du Golfe. Et la Turquie, elle, est dehors. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'elle faisait partie, au départ, de ces négociations. On se souvient tous de la première grande réunion qui a conduit à des négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis. C'était cette rencontre à Islamabad avec 4 nations sunnites, le Pakistan, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Turquie. Voilà pourquoi c'est si complexe, Nima. Je viens juste de saisir toute la complexité du problème. I just sketched the complexity of the problem. But serious decisions will Mais des décisions sérieuses vont devoir être prises par MBS à Riyad, par Erdogan à Ankara et plus tard par MBZ aux Émirats. Pour l'instant, les Émirats sont complètement isolés parce qu'ils ont fait leur pari dès le départ. Ils se sont alliés à Israël, donc ils se sont alliés au mauvais cheval et maintenant ils doivent faire marche arrière. Comment vont-ils s'y prendre? C'est une autre question. Les Pakistanais, eux, essayent aussi de combler le fossé entre Téhéran et Abu Dhabi. C'est une autre initiative qu'ils mènent. C'est très discret, mais c'est déjà en cours. Ce processus est donc très complexe, à plusieurs facettes, sur plusieurs niveaux, mais il a déjà commencé. La bonne nouvelle, pour l'instant, c'est que ce processus est bel et bien en marche. For the moment is that this is an ongoing process. Je pense qu'aux yeux d'Israël, en ce moment, les problèmes s'aggravent. Et quand ils regardent Erdogan et la Turquie d'un côté et l'Iran de l'autre, les deux pôles de la résistance, les chiites d'un côté et puis les sunnites qu'ils appellent les frères musulmans, eh bien ils sont contre eux. Hier, Netanyahou a dit que le problème avec la Turquie, c'est Erdogan. Erdogan serait le mauvais acteur. Et que le peuple turc, lui, est formidable, qu'il fait ceci ou cela. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Plus de 97% des Turcs sont contre Israël. Faut être contre Israël. Exactement. Yeah. Il dit en gros que le problème avec la Turquie, c'est Erdogan. Mais moi je pense que le vrai problème entre Israël et la Turquie vient surtout de la situation en Syrie. Aujourd'hui, on a vu Macron se rendre en Syrie, et il y a eu 2 explosions là-bas. On essaie d'une certaine manière de montrer que la Syrie n'est pas sûre, que personne ne peut y aller. C'est un État paria, et personne ne va s'y rendre. En fait, tout ça vise à maintenir ce climat de chaos en Syrie, à empêcher le pays de se stabiliser. Exactement. C'est ça, le principal objectif du côté israélien. Et personne ne peut aller là-bas, personne ne peut négocier avec eux. Parce que, il faut bien comprendre que ces gens en Syrie ont dit qu'ils ne voulaient pas se battre contre le Hezbollah. S'il le faut, ils sont prêts à parler avec eux. Ils veulent trouver une sorte d'entente mutuelle avec la Syrie.
Et là, on voit le rôle de la Turquie en Syrie et la manière dont elle essaye de pousser Israël à quitter le territoire syrien. Parce qu'après tout, Israël occupe la partie sud de la Syrie. Comment tu vois ça, Pep? Wow. Yes, I would say that these explosions were Waouh. false flag. Oui, je dirais que ces explosions étaient une opération sous faux drapeau. Il n'y a pratiquement aucun doute là-dessus. Surtout quand on voit, bon, le petit roi, peut-être un parfait imbécile, mais c'est quand même le dirigeant d'un pays de l'OTAN, une grande nation européenne, présent sur le sol syrien pour la première fois depuis l'époque d'Assad. En gros, c'est le message envoyé par les fauteurs de troubles. Regardez, vous venez ici, c'est le chaos, et ça le restera. Et oui, c'est le chaos à bien des égards. Parce que l'homme qui dirige réellement la Syrie, ou dont on ne sait même pas s'il la dirige vraiment, est un ancien chef d'Al-Qaïda ou de Daesh, totalement normalisé par l'OTAN, par les États-Unis et par l'Occident collectif. C'est déjà un début catastrophique pour une nouvelle Syrie. Mais au moins, il y a un gouvernement. On ne sait pas s'il fonctionne ou pas. C'est le désordre total. Et le seul plan qu'Israël a pour la Syrie, c'est le chaos absolu. Monter tout le monde contre tout le monde à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de plan B. C'est tout. Les Américains, en gros, veulent exploiter tout ce qu'il y a à exploiter en Syrie. Pas grand-chose. Voler encore un peu de pétrole, comme ils le faisaient avant. Voilà, c'est ça, non? Donc c'est très compliqué. Et le plan de la Turquie, lui, est simple. Il faut expulser Israël du sud de la Syrie. Comment ils vont faire ça? C'est une autre histoire. Et s'ils veulent vraiment le faire, ils vont devoir avoir le gouvernement actuel de Damas de leur côté. On ne sait pas de quel côté ils sont, même s'ils sont une création turque. Donc, encore une fois, où qu'on regarde, on voit 3, 4, 5, 6 facteurs qui compliquent tout, non? Et bien sûr, au moins, il y a quelque chose d'apparemment clair du côté de Damas. Ils ne vont pas intervenir au Liban pour combattre le Hezbollah. Mais Nima, on ne sait pas si ça va tenir. On ne sait pas s'ils peuvent être soudoyés pour combattre le Hezbollah. C'est tout à fait possible. Oui, tout à fait possible. Donc, tout reste encore incertain. Et la situation devient plus dangereuse parce que maintenant, Israël fait face à une défaite stratégique. En pratique, à Gaza. Ils ont détruit Gaza, mais ils n'ont pas détruit le Hamas. Une défaite stratégique aussi au Liban parce que le Hezbollah leur met la pression tous les jours. Et une défaite stratégique en Iran parce qu'ils ont perdu la guerre. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Le syndrome de l'animal acculé. Très, très dangereux. Et n'oublie pas, le chef de cette secte de la mort va bientôt rendre visite à Trump. Il va essayer de manipuler Trump à nouveau pour une nouvelle guerre. Et cette fois, ce ne sera pas l'Iran, ce sera le Liban. Et c'est pour ça que c'est encore plus dangereux. Parce que si ça arrive, et que le type qui a, en gros, truqué la Coupe du Monde en faisant annuler un carton rouge par la FIFA, ce qui, par définition, n'est jamais arrivé dans toute l'histoire du sport mondial, eh bien ce gars-là est capable de tout. Il est même capable de croire le chef d'une secte de la mort. Et d'accord, sa prochaine étape, ce sera le Liban. Et qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on n'a même pas besoin d'y réfléchir. La destruction totale du protocole d'accord. Il n'y aura plus la moindre possibilité d'un protocole d'accord, ni même de discussion après ce protocole, si ça se produit. Et ça, c'est quelque chose qui s'est joué entre hier et aujourd'hui. Hier, Nima, Larry et moi, on était en train de sortir une info sur notre chaîne. Il y a déjà une date provisoire, le samedi 11 juillet, à Islamabad, pour la reprise des discussions entre une délégation américaine et une délégation iranienne. An American delegation and an Iranian delegation. Today, Araghchi basically said no. Aujourd'hui, Araghchi a clairement dit non, on ne bouge pas. Si l'autre partie ne respecte pas ce qu'elle a signé dans le protocole d'accord, toutes les clauses, tous les paragraphes, à commencer par le premier, qui met fin à la guerre contre le Liban,
alors il n'y a rien à discuter. Donc encore une fois, on se retrouve dans une impasse. C'est vraiment décourageant. Et pourtant, à chaque fois qu'on croit entrevoir une petite ouverture, qu'on se dit, bon, ils vont peut-être enfin s'asseoir et reprendre le dialogue. Le lendemain, non, rien du tout. Parce qu'au fond, et c'est ce qui rend la situation si difficile, les positions sont totalement incompatibles. Pour respecter le protocole d'accord, les États-Unis devraient reconnaître qu'ils ont subi une défaite stratégique. Ils n'ont plus aucune carte en main pour imposer quoi que ce soit à l'Iran. They have no cards on the table to impose on Iran. Nothing. Even if they threat to bomb Iran again, Rien. Même s'ils menacent encore de bombarder l'Iran, l'Iran a déjà répondu. Très bien, on vous attend. On a le doigt sur la gâchette. Et c'est vrai. Alors, comment vont-ils faire pression? Et si on ajoute à ça la situation géoéconomique, l'épuisement des réserves stratégiques de pétrole, le fait que d'ici la mi-août, la situation sera intenable, que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert, surtout pour l'économie mondiale, ce n'est pas une question américaine, c'est une question mondiale. Donc, quand on met tout ça ensemble, il n'y a absolument aucune marge de manœuvre pour l'administration Trump, à part ce qu'elle fait déjà. Se vanter, mentir encore et encore, menacer, dire je vais te bombarder, je vais exterminer ta civilisation. I'm going to bomb you. I'm going to exterminate your civilization. Everybody is in this procession. Everybody in the same place. We could just. Tout le monde est dans cette procession. Tout le monde au même endroit. On pourrait juste les abattre. Ce genre de comportement vraiment stupide. Même un enfant de 2 ans avec un minimum de bon sens ne dirait pas un truc pareil. Mais voilà, parce qu'ils n'ont pas de sortie de secours. La seule issue possible, c'est d'admettre la défaite stratégique. C'est de suivre le protocole d'accord qu'ils ont signé. Ce n'est pas tombé du ciel. Le président des États-Unis a signé un mémorandum d'entente au palais de Versailles, engageant les États-Unis à respecter ces 14 points. Et c'est tout. Je sais qu'ils n'en veulent plus. On en revient sans doute à la meilleure analyse géopolitique du XXIe siècle, en 3 mots, de notre ami, le grand maître Lavrov. Les États-Unis sont incapables de respecter un accord. En voilà le dernier exemple. Oui, en fait, le combat est en train de se dérouler pendant qu'on parle à la radio. Depuis quelques heures, on a eu 3 pétroliers, des navires-citernes transportant du pétrole. 4. Oui, tu as raison. J'ai oublié le dernier. Il y en a 4 qui ont été touchés par les gardiens de la Révolution, parce que les États-Unis essayent d'utiliser la partie sud du détroit, près d'Oman. Le gouvernement omanais, franchement, je pense qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils subissent une énorme pression de la part des États-Unis. Dites-moi, pensez-vous que les Omanais jouent un double jeu, Nima Al-Khorshid? Vous savez, ils savent qu'au fond, ce qui compte vraiment, c'est leurs voisins, c'est-à-dire l'Iran. Mais leurs économies pourraient subir une énorme pression s'ils s'entendent avec l'Iran. Je dirais qu'en coulisses, ils ont dit aux Iraniens, « On est avec vous », mais on ne peut pas le dire publiquement. On ne peut pas dire ça du tout. Oui, et vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on va dire aux États-Unis, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, tant que c'est près de notre frontière. Mais au fond, je dirais qu'ils ne peuvent pas aller contre le gouvernement américain. Vous savez, ils connaissent la pression. Ils connaissent la puissance des États-Unis. Surtout si on essaye de leur mettre la pression, à eux et à leur économie. C'est ça, le problème avec le gouvernement omanais. Ils ne sont pas si puissants. Il faut l'accepter. Et on en revient encore à cette nouvelle confrontation entre les 2 pays, les 2 camps, l'Iran et les États-Unis, qui s'affrontent dans le détroit d'Ormuz. Ils ont essayé d'intercepter certains de ces drones iraniens dans le détroit d'Ormuz. On a rapporté que les États-Unis essaient d'utiliser la marine pour protéger les pétroliers qui traversent le détroit d'Ormuz. Mais l'Iran ne va pas reculer.
On le sait. Ces gens-là sont vraiment coriaces, à mon avis, et ils vont le montrer avec le temps. Ils ne vont pas céder. C'est pour ça que je pense que la guerre va continuer comme ça. Je ne sais pas si les États-Unis vont attaquer l'Iran dans les prochaines heures à cause des attaques contre ses pétroliers, parce que c'est possible. D'ailleurs, l'Iran s'y est préparé. D'après ce que j'ai entendu des Iraniens, ils sont prêts à faire face à une attaque si quelque chose se produit. Et ils savent déjà quelles seraient les cibles de représailles de la part de l'Iran. Voilà la situation dans le détroit d'Ormuz. Vous avez eu raison de mentionner le cas du Liban. Dans le sud du Liban, il ne se passe rien de nouveau. Les combats continuent. Ils ont, d'une certaine manière, réussi à réduire le nombre de victimes, le nombre de personnes tuées. Parce qu'il y a... Enfin, ce n'est pas vraiment une pause. C'est incroyable. Je ne sais même pas comment. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Qu'est-ce que c'est au juste? Comme le dit l'ambassadeur Charles Freeman, c'est un cessez-le-feu à la manière israélienne. Excellente définition. Oui, très bien. Très bien. C'est ça la réalité. Les deux camps continuent de se battre. À mon avis, il n'y a pas de protocole d'accord. Ils essayent de faire quelque chose, mais pas grand-chose. En ce qui concerne le Liban, le protocole d'accord est déjà complètement rompu. Et c'est en gros ce que cette action voulait dire. Et pourtant, de l'autre côté, ils n'écoutent toujours pas. C'est pour ça qu'ils ne vont pas avoir une autre réunion avec les Américains. C'est la raison. Parce que si la question du Liban n'est pas réglée et que les combats se déroulent dans le détroit d'Ormuz, dans le protocole d'accord, au paragraphe 5, il est clairement écrit « sous la responsabilité iranienne ». Ils disent « gestion » ou quelque chose comme ça. C'est écrit, mais on ne le voit pas se concrétiser. Les États-Unis sont toujours là, en train d'essayer de manipuler le détroit, et la guerre continue. Voilà le problème. Pepe, l'autre sujet, c'est l'OTAN, ce qui se passe au sein de l'OTAN, et la guerre en Ukraine, qui est, je dirais, l'un des principaux enjeux pour l'OTAN en ce moment. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Du côté des Européens, ils ont prévu 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Jusqu'à présent, ils ont envoyé environ 4 milliards et ils affirment que le reste est prêt à partir. En ce moment, au sommet de l'OTAN, on parle d'un soutien d'environ 70 milliards de dollars pour l'Ukraine et pour ce qu'elle fait face à la Russie. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré qu'il avait parlé avec Vladimir Poutine et avec Zelensky. D'après lui, les deux veulent mettre fin à la guerre et à tout ce qui s'y rattache. Mais bon, on voit bien qu'il répète le même genre de discours qu'il tient depuis plus d'1 an. Comment vous voyez cette situation, vous? C'est très compliqué parce que ce sommet, en réalité, c'est le sommet du réarmement de l'Ukraine, surtout avec ce programme de drones à plusieurs milliards de dollars. En gros, l'OTAN parie sur une guerre de drones contre la Russie pour l'affaiblir, et elle y va à fond. Les Russes le savent. Même avant le sommet, ils savaient déjà que c'était la seule carte qui restait à jouer, parce que l'OTAN n'a plus vraiment de carte militaire sérieuse. Donc, ces guerres de drones, ce sont en fait des guerres terroristes, parce qu'elles visent beaucoup d'infrastructures civiles russes. Alors, que font les Russes? Il faut regarder ce qui se passe sur le champ de bataille. Et c'est vraiment, vraiment important qu'enfin, on voit une réponse russe à la guerre des drones, avec des contre-attaques dévastatrices contre le complexe militaro-industriel à Kiev et autour de Kiev, surtout ces 2-3 derniers jours. Et ça va continuer à s'intensifier. C'est, je dirais, la réponse à ce qui est pratiquement devenu un consensus national en Russie. Ça suffit. Ça dure depuis trop longtemps. Il est temps d'y mettre fin, à notre manière et sur le champ de bataille. Parce qu'on le sait, encore une fois, Lavrov le dit,
Les États-Unis ne sont pas capables de tenir un accord. Alors, à quoi bon discuter avec Tweedledum et Tweedledee, avec Koch et Kushner, et des millions de voyages à Moscou? Rien. Il va rien se passer. Donc il faut qu'on gagne ça sur le champ de bataille. Un élément en plus, ce que Poutine a dit hier pour la première fois officiellement. Il a parlé non seulement de la libération du Donbass qui est en cours, mais aussi de la Novorossia. Et ça, c'est un vrai tournant. Ça veut dire toute la zone considérée comme terre russe, jusqu'à Odessa. En gros, c'est tout le sud-est de l'Ukraine, presque le centre et le sud-est, pratiquement tout. Et la Russie présente ça comme « on agrandit notre zone tampon ». Évidemment, parce que s'ils conquièrent tout ça, ce sera tout prêt. De l'autre côté, il y aura l'OTAN, donc une zone tampon. Même s'ils ne conquièrent pas tout, il y aura une sorte de zone démilitarisée entre les territoires conquis et ceux qui seront proches de l'OTAN, dans l'ouest de l'Ukraine. Autrement dit, la nouvelle configuration de l'opération militaire spéciale est déjà en place. Ça se déroule sous nos yeux, en ce moment même. C'est d'ailleurs un sujet dont on a beaucoup parlé, par exemple le mois dernier en Russie, pendant le forum de Saint-Pétersbourg. Beaucoup disaient « il faut que les choses changent ». Et à ce moment-là, il y a eu un grand débat au sommet, au Conseil de sécurité nationale, avec certaines figures, la plupart plutôt dures, franchement, comme Bortnikov du FSB, ces gens-là. Et apparemment, Poutine les écoutait. Il écoutait clairement l'opinion publique. Et n'oubliez pas qu'il y a des élections en Russie en septembre. Donc, continuer la guerre à l'ancienne, ça ne va pas toucher le cœur de qui que ce soit. Oubliez ça. Voilà les effets inverses, les conséquences imprévues de l'Ukraine qui intensifient cette guerre de drones terroristes contre toutes sortes de cibles. Certaines énergétiques, mais beaucoup d'infrastructures civiles. La réponse russe leur fait payer bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Parce qu'ils partaient du principe que, bon, on peut frapper n'importe qui en Russie, ils ne feront rien, puisqu'ils ont annoncé leurs lignes rouges sans jamais les faire respecter. Ce bateau est déjà parti. Maintenant, c'est une toute autre histoire. Et quelque chose qui a été très instructif pour nous tous, c'est de comparer la guerre en Ukraine, cette guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie, avec la guerre américaine contre l'Iran. Qu'est-ce que la Russie a appris de ce qu'a fait l'Iran? Elle en a tiré beaucoup de leçons, et elle compte en appliquer certaines. Pas dans le sens d'un système décentralisé, parce qu'en Russie, les décisions sont très centralisées. Tout passe par le ministre de la Défense, et il faut suivre la ligne du ministère à Moscou. Point final. Mais ils ont appris à être plus souples, plus créatifs, plus dynamiques pour dérouter l'ennemi. N'oubliez pas que beaucoup de généraux ukrainiens ont étudié en Russie. Ils savent comment les Russes réfléchissent. Donc, ils doivent improviser, faire preuve de plus de créativité à ce niveau-là. Et bien sûr, libérer toute leur puissance de feu. Jusqu'à présent, ils en ont utilisé quoi? Peut-être 30-40% de ce qu'ils possèdent. C'est la même chose avec l'Iran. L'Iran, dans cette guerre, a déployé quoi? Au maximum 40% de ses capacités. Ces parallèles entre les deux conflits sont vraiment fascinants à observer. Et si l'on tient compte du fait qu'il existe un partenariat stratégique avec des discussions militaires au plus haut niveau, il est évident qu'ils échangent des informations dans les deux sens, ce que l'Iran a appris de la Russie et ce que la Russie peut apprendre de l'Iran. Alors évidemment, est-ce qu'ils étudient ça à l'OTAN? Bien sûr que non. Si on lit les documents internes de l'OTAN, c'est toujours la même histoire. Ils croient vraiment qu'ils peuvent affaiblir la Russie avec cette nouvelle guerre de drones, avec ce programme de drones à plusieurs milliards.
Voilà ce qui se passe à Accra, en gros. Beaucoup d'argent pour beaucoup de drones. Donc l'Ukraine va perdre la guerre un peu plus tard, Malastore, au lieu de la perdre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais c'est très important. Ce n'est pas un sujet secondaire. C'est lié au thème principal. Quel est le rôle des États-Unis dans tout ça? En gros, les États-Unis obligent tout le monde à dépenser 5% de leur PIB pour la défense. Et en même temps, ils sont en retrait quand il s'agit de l'Ukraine. Et c'est une guerre européenne en Ukraine. Les États-Unis n'ont rien à voir là-dedans. D'accord, on peut fournir un peu de renseignements, des images satellites que vous n'avez pas, ce genre de choses qu'on a un peu partout en Europe, et voilà. Mais le vrai combat, le dur, c'est à vous de le mener. Alors les Européens, ils regardent ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on a? Rien. Bon, faisons plein de drones. Voilà, je pense que c'est l'explication ultra minimaliste de ce qui se passe pendant ce sommet de l'OTAN. Et bien sûr, ça ne va pas marcher, parce que la contre-réaction russe a déjà commencé. Ils se disent, très bien, on va tout donner sur le champ de bataille, et on va détruire votre complexe militaro-industriel. C'est déjà en cours. Pepe, est-ce que tu penses que les dirigeants en Russie et en Iran comprennent vraiment que ces deux guerres, au fond, c'est la même chose? Oui, bien sûr, vous n'entendrez pas ça en public. Mais les bons géopoliticiens des deux côtés, et il y en a beaucoup à Téhéran et à Moscou, savent très bien qu'il s'agit de la même guerre. Parce qu'au fond, c'est quoi? C'est la guerre américaine, démultipliée, contre les États de civilisation qui ne se plient pas aux règles américaines, à ce qu'on appelait autrefois l'ordre international fondé sur des règles. La Russie et l'Iran sont en première ligne. Et la Chine, là où la guerre ultime opposera les États-Unis à la Chine. Ce sont des États de civilisation, 3 nations souveraines et indépendantes, dont 2 puissances nucléaires, avec une immense étendue à travers l'Eurasie. À elles 3, elles peuvent chasser les États-Unis d'Eurasie, définitivement. Ce processus a déjà commencé. Nous sommes en plein dedans. Ces 3 États de civilisation sont en train d'expulser les États-Unis d'Eurasie. Donc là, on est en train de renverser Mackinder, Mahan, Speakman, Brzezinski, tous en même temps. C'est absolument stupéfiant ce qui se passe. Et maintenant, tout va beaucoup plus vite qu'avant. Avec la guerre que l'Iran vient de gagner, le processus s'est accéléré. Il était déjà intense. Disons qu'il avançait lentement mais sûrement. Après la victoire iranienne maintenant, c'est très rapide. Et si on a ce nouveau parapluie de sécurité en Asie de l'Ouest, qui serait essentiellement assuré par le Pakistan. Les Saoudiens, bien sûr, sont d'accord, puisqu'ils ont déjà un pacte militaire qui a été renforcé. Les Pakistanais ont expliqué aux Iraniens, voilà comment ça va fonctionner. Vous êtes d'accord? Eh bien, tant que ça ne nous menace pas, répond l'Iran, pas de problème. Et bien sûr, les autres pays du CCG devront s'y plier, non? Et l'Égypte pourrait en faire partie, selon la manière dont ils vont apaiser les propriétaires américains de l'Égypte. Et la Turquie, bien sûr, quand elle regarde ça, elle se dit « Attendez, on se couvre un peu trop là. » Notre avenir, ce n'est pas avec l'OTAN. Notre avenir, c'est avec l'Eurasie dans son ensemble. Tout ça, c'est la vitesse d'échappement de ce processus, qui il y a encore 3 ou 4 mois avançait très lentement. Maintenant, c'est devenu extrêmement rapide. Tout a complètement changé. C'est un tout nouveau jeu. Et ça, c'est quelque chose que l'administration Trump ne peut pas comprendre, parce qu'elle n'a littéralement aucun penseur géopolitique. Le seul type de réflexion géopolitique qu'ils ont à l'intérieur de l'administration, c'est quelqu'un comme Corey, celui qui a rédigé la doctrine de sécurité nationale, et qui, en gros, est un xénophobe. Pour lui, il n'y a qu'une seule guerre qui compte, c'est celle des États-Unis contre la Chine. Il ne comprend même pas l'Eurasie dans son ensemble.
Ils ne voient que la Chine comme une menace pour les États-Unis. Et à propos de l'OTAN, Nima, regarde qui dirige l'OTAN aujourd'hui. Nima, look at the head of NATO nowadays. It doesn't even qualify as a cartoon character. Il ne mérite même pas d'être comparé à un personnage de dessin animé. Et c'est ce type-là qui dirige l'OTAN. C'est incroyable. Alors comment peuvent-ils prétendre voir la situation dans son ensemble? Même si, bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Même s'ils avaient étudié Mackinder, Mahan ou Spikeman à l'école, ou qu'ils étaient contemporains de Brzezinski. Ils ont lu le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, publié en 1997. Et pourtant, ils n'en ont rien retenu. Ils n'ont même pas tiré les leçons de ce que Brzezinski disait plus tard, quand il reconnaissait que c'était peut-être une mauvaise idée, qu'il vaudrait mieux essayer d'intégrer la Russie à l'Occident. Alors, quand on compare le niveau d'éducation et de réflexion géopolitique des dirigeants en Iran et en Russie avec celui de l'Occident, tout devient clair. Ils sont tout simplement incapables de comprendre que l'échiquier n'est plus le même. The chessboard is a different chessboard. The chessboard that he grew up with doesn't exist anymore. L'échiquier sur lequel ils ont grandi n'existe plus. Ils pensent encore que l'échiquier des années 90, c'est toujours le même. Mais ça, c'était il y a longtemps. Et c'est pour ça que ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues de Téhéran, de Qom, de Najaf, de Karbala, de Mashhad, ces millions de personnes, ils ne célèbrent pas seulement la sagesse du guide Khamenei, la continuité avec Mojtaba. Ils célèbrent surtout le fait que l'Iran a parfaitement compris que le nouvel échiquier, c'est lui qui est en train de le créer maintenant. L'échiquier a changé parce que l'Iran a gagné une guerre. Et c'est pour ça que tout a basculé. En Occident, ils ne peuvent tout simplement pas comprendre ça, Nima. C'est structurellement impossible. C'est trop. C'est beaucoup trop pour eux. Ils vont devoir repenser tous leurs concepts. Ils vont devoir adopter la diplomatie. Impossible. Adopt a diplomacy. Impossible. Pepe, there are two important players in BRICS. One of them Pepe, is il y a China. deux acteurs importants au sein des BRICS. L'un d'eux, comme tu l'as dit, c'est la Chine. À mon avis, l'intérêt de la Chine, c'est la paix. Parce que quand il y a la paix, il y a plus de partenaires, plus d'échanges commerciaux, bref, tout fonctionne mieux. Et c'est pour ça, en gros, qu'ils ne veulent pas que la guerre continue. De l'autre côté, on voit que l'Inde, d'une certaine manière, se range du côté d'Israël et des États-Unis. Je ne sais pas vraiment quelle est leur stratégie, mais j'ai du mal à croire que ça apportera de bons jours à l'Inde avec le temps. It always comes back to the same place, Nima. Tout revient toujours au même point, Nima. Le complexe d'infériorité des classes dirigeantes indiennes et le fait qu'elles traînent encore leur siècle d'humiliation sous leur âge. Elles n'ont jamais réussi à s'en débarrasser, contrairement à la Chine. La Chine, elle, a surmonté ce siècle d'humiliation et a dit « Très bien, c'est fini. On va se développer selon nos propres critères, notre propre système, et on ne doit rien à personne. » Les classes dirigeantes indiennes, ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est un énorme problème pour les BRICS. Donc, je ne m'attends pas à grand-chose de concret de ce sommet des BRICS en septembre. On est à 3 mois à peine, c'est pas beaucoup. J'en parlais justement avec un ami indien, très au fait de tout ça. I was talking to an Indian friend very well. It's one of the brightest Indian. C'est l'un des esprits indiens les plus brillants, en fait. Et il disait que non, la direction ici a fait le mauvais pari et qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Donc il n'y a rien qui puisse vraiment apporter aux BRICS. Et les autres pays des BRICS le savent déjà. Alors comment allez-vous vous organiser pendant le sommet? Ça va être très difficile. Très difficile. Le Brésil sera distrait par les élections. L'Inde ne sait pas quoi faire. Ce sera très intéressant de voir comment l'Iran sera accueilli en Inde comme membre à part entière des BRICS. C'est vraiment, vraiment important. Et bien sûr, la Russie et la Chine vont devoir refaire tout le travail de fond, pour tout remettre en place. Et un autre problème, les Émirats.
Les Émirats sont membres à part entière des BRICS. Qui va combler le fossé entre les Émirats et l'Iran au sein des BRICS? Il n'y a que 2 candidats possibles, la Russie et la Chine, encore une fois. Donc ce sommet va être « wow ». Ça va vraiment être l'enfer. Si les Indiens étaient assez malins, ils essaieraient de s'en sortir en disant « bon, essayons enfin d'avoir une plateforme commune ». Mais c'est impossible. Quand on voit comment ils ont réagi avant même le début de la guerre et comment ils se sont positionnés avant même le début du conflit, ils n'ont aucune crédibilité auprès des autres grands membres des BRICS. Donc ça va être très difficile, vraiment très difficile. C'est peut-être le moment pour le Pakistan de rejoindre les BRICS. Exactement. Mais c'est un excellent point, parce que la Russie et la Chine, et maintenant l'Iran, eux, ils sont totalement pour. Essayez de vendre ça aux Indiens. Absolument impossible. Par exemple, l'Organisation de coopération de Shanghai, c'était différent, parce qu'ils y sont entrés en même temps. La Russie et la Chine ont dit « Écoutez les gars, venez et si vous avez des désaccords, vous les discutez ici, autour de la table, avec nous tous. » Mais cette fois, c'est différent. L'Inde est déjà là. Elle considère qu'elle représente l'Asie du Sud au sein des BRICS. Et maintenant, le Pakistan arrive avec cette nouvelle influence diplomatique, en essayant de jouer les médiateurs entre les Américains et l'Iran, avec une très bonne relation avec l'Iran et une relation ultra excellente avec la Chine. Les Indiens vont regarder ça et se dire « Waouh, on va être comme un petit rat à cette table. Personne ne va faire attention à nous. Ils vont essayer de nous pousser dehors. » Merci Pep. Muito obrigado. Merci beaucoup à toi aussi, Nima. J'espère que je n'ai pas trop perturbé ta tranquillité là-bas. Non, mais parler avec toi, ça ne détruit pas. Au contraire, ça améliore. Mais aujourd'hui, on devrait aller voir Nadia Fikarbala, Nima. C'est le jour pour y aller. Dans ma tête, je suis déjà avec Nadia Fikarbala. Eh bien, quel spectacle pour vous tous, notre public. Que espetáculo para todos vocês, nossa audiência. Se vocês ainda não viram em detalhes, entrem em canais de Telegram. Sorry, if you haven't seen it, go into Si vous ne l'avez pas encore vu, allez sur les chaînes Telegram iraniennes ou même russes. Regardez les images. C'est sans doute le spectacle public le plus incroyable qu'on puisse voir au XXIe siècle. Rien ne peut rivaliser avec ça. C'est tout un pays qui rend hommage à son dirigeant assassiné. Et bien sûr, il y a ce sentiment de fierté nationale. Même pendant la Coupe du Monde, ils sont sortis avec fierté. La FIFA les a volés, ils n'ont perdu aucun match et ils sont partis, vous savez, la tête haute, avec le respect de toute la communauté du football et même du monde entier. Parce que tout le monde a vu qu'ils s'étaient fait voler. Ils ont quitté la Coupe du Monde avec dignité. Et c'est très, très important, la dignité qu'ils montrent dans les rues cette semaine. Exactement. Merci, Pepe. Merci beaucoup, mon cher. C'est un immense plaisir. Merci à tous. Et regardez les images de l'Iran dans les rues. Vous ne verrez rien de comparable. Santé. Cheers. Cheers.